2026, cette date marque un basculement fondamental dans l'histoire de la Formule 1. Ce n'est pas une simple évolution, ce n'est pas une mise à jour, mais une véritable refondation. Pour la première fois depuis l'introduction du V6 hybride en 2014, la F1 redevient un terrain d'expérimentation massive où tout, absolument tout, est redéfini. L'aérodynamique, le moteur, le pilotage, les procédures, la sécurité, la télémétrie, l'énergie et même la manière dont une voiture est pensée à l'échelle de son architecture interne. Si vous aimez la Formule 1 et que vous voulez comprendre les enjeux réels derrière les titres voitures plus légères ou plus d'électrique, alors restez avec moi. Aujourd'hui, on va rentrer dans le détail. J'ai analysé toute la réglementation 2026 et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui va réellement changer en 2026 en Formule 1. Pour comprendre 2026, il faut d'abord comprendre la philosophie que sous-entend un nouveau règlement. La FIA part d'un constat simple, la génération 2022-2025 a amélioré les courses, mais pas assez pour compenser certaines limites fondamentales. L'aérodynamique, bien que simplifiée, reste extrêmement sensible, les voitures sont lourdes, parfois trop longues, et la dépendance du flux d'air propre limite encore la diversité de trajectoires et la proximité prolongée. Le deuxième constat est simple, l'hybridation est devenue obsolète face aux technologies émergentes. Le MGUH, cette pièce complexe, coûteuse et difficile à fiabiliser, n'apporte plus aucun intérêt à la F1 moderne, ni pour le spectacle, ni pour les constructeurs. Et le troisième constat concerne directement les pilotes. Depuis plusieurs années, certains observateurs, y compris des champions du monde, affirment que la voiture aide trop le pilote. Trop de télémétrie, trop de correction automatique, trop de modes déployés depuis le mur des stands. Alors, 2026 répond à trois objectifs majeurs. Redonner du pouvoir aux pilotes, rendre les voitures plus agiles, plus dynamiques, plus propices au combat roue contre roue, et faire de la F1 un laboratoire de technologie pertinent pour les motoristes du futur. Et c'est cette philosophie qui guide chaque article des règlements techniques et sportifs. La plus grande nouveauté visible de 2026, c'est l'aérodynamique active. Mais attention, il ne s'agit plus du DRS. Le terme utilisé est désormais Driver Adjustable Bodywork. Je vous l'écris ici. Littéralement, carrosserie ajustable par le pilote. L'objectif est clair, remplacer le système actuel du DRS, trop binaire, par un outil plus simple, plus modulable et surtout plus intégré au comportement global de la voiture. Le règlement stipule exactement que le pilote ne peut activer la carrosserie ajustable que lorsqu'il est dans la zone autorisée ou lorsque la voiture est à l'arrêt. L'activation n'est permise que lorsque le système l'indique via l'électronique embarquée. Et le dernier article, c'est une fois activé, le système se désactive automatiquement lors du premier freinage. Pourquoi c'est important ? Parce que cela signifie que le pilote devra gérer activement plusieurs paramètres. La position de la voiture dans la zone d'activation, le timing de la manœuvre et l'anticipation de la phase de freinage. Ce n'est plus simplement ouvrir l'aileron arrière comme avec le DRS. C'est un système dynamique. Cela va influencer la gestion de la vitesse de pointe, mais aussi la stabilité de la voiture, car l'aérodynamique dépasse largement un seul flap d'aileron arrière. Les équipes devront calibrer l'ensemble du package pour que la voiture reste prévisible, même dans des configurations de traînée très différentes. Ça multipliera donc les stratégies possibles en qualification, mais également en course. Certaines équipes pourraient privilégier une voiture optimisée pour les phases en aérodynamique ouverte et d'autres pour les phases fermées. Et au-delà de la technique, ça transforme le pilotage. Un pilote maîtrisant parfaitement ce système pourra ressortir beaucoup plus vite des virages, mieux préparer ses dépassements et mieux gérer sa vitesse en fonction des pneus et du trafic. La deuxième révolution, c'est l'Override Mode. Si vous suivez la Formule 1, vous avez certainement entendu parler de ce système comme le DRS 2.0 ou le RS Boost. Et c'est à la fois vrai et très en dessous de la réalité. L'Override Mode, c'est un système hybride qui combine l'aérodynamique active et surcroît de puissance électrique. Il est spécifiquement conçu pour permettre plus de dépassement, mais aussi pour créer un jeu stratégique où l'attaque et la défense auront sûrement des outils plus équilibrés. Le règlement indique que le mode est automatiquement activé lorsque le pilote se trouve à moins du detection gap derrière une autre voiture au moment où il passe la ligne de détection. Il peut être désactivé en cas de conditions dangereuses, visibilité, drapeau jaune, drapeau rouge, et le directeur de course peut aussi désactiver totalement le système dans certaines circonstances. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Aujourd'hui, un pilote derrière un autre à moins d'une seconde a le DRS, et le pilote devant n'a aucune arme pour se défendre, sauf éventuellement une meilleure gestion de l'énergie. Mais en 2026, le jeu devient beaucoup plus subtil. Le pilote qui attaque a un boost électrique et une réduction de la traînée. Et le pilote qui défend peut s'appuyer sur un aérodynamique active à certains moments et selon les zones autorisées. Résultat, le dépassement n'est plus garanti comme avant avec l'aspiration et le DRS. Le combat dure aussi plus longtemps et la défense redevient une compétence critique. Résultat, nous en tant que spectateurs, on pourra assister à un retour de véritable duel
prolongée, comparable aux années 80 ou à certaines séquences de l'année 2021 entre Hamilton et Verstappen. Passons maintenant à ce qui est souvent résumé trop simplement dans les médias, la transformation du moteur. Oui, le MGUH disparaît. Oui, la part électrique augmente, mais ça ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La réglementation technique est extrêmement détaillée et impose des contraintes nouvelles sur la haute tension, la sécurité, le packaging et le comportement du moteur. Voici donc les points importants selon toujours le règlement 2026. Le RS doit pouvoir être coupé en moins de 2 secondes via plusieurs commandes d'urgence, incluant la commande principale du pilote et les poignées extérieures. Le système électrique doit continuer à alimenter certains capteurs pendant 15 minutes après l'arrêt, ce qui illustre le niveau de sécurité haute tension requis. Et la tension maximale autorisée ne doit jamais dépasser les 1000 volts. Des règles très strictes définissent les composants qui doivent impérativement être regroupés dans l'enveloppe principale de l'ERS, notamment les HV, le DCDC, le CUK et l'ensemble des connexions haute tension. Il ne s'agit donc pas simplement d'un moteur plus électrique, il s'agit d'un système électrique beaucoup plus complexe, plus puissant et surtout plus structuré autour d'un package haute tension profondément intégré à la voiture. Pour les motoristes, cela change tout. Les moteurs techniques deviennent une source d'énergie moins dominante, l'équilibre thermique électrique devient plus stratégique, le refroidissement du système ERS est beaucoup plus crucial que celui d'un moteur thermique, le contrôle électronique devient un enjeu de performance car les limites de puissance et de variation sont strictes. D'ailleurs, le règlement impose également des règles très précises sur la manière dont la puissance peut être délivrée. Par exemple, la réduction de puissance maximale autorisée est de 50 kWh par seconde sur certains circuits et 100 kWh sur d'autres. La puissance maximale ne peut être augmentée en pleine accélération, sauf en override mode. Et donc ça fait que ce n'est quasiment plus un moteur finalement. C'est un système énergétique complet où l'énergie thermique et l'énergie électrique sont en dialogue permanent. Le règlement 2026 durcit considérablement le contrôle des éléments Power Unit et sur leur utilisation dans le championnat. Par exemple, il est explicitement écrit que chaque élément du moteur est scellé et ne peut être ouvert sans supervision de la FIA. Si un pilote utilise plusieurs éléments identiques au cours d'un même week-end, seul le dernier pourrait être réutilisé sur les courses suivantes. Ce dernier point est très important. En clair, si une équipe casse une pièce, en monte une autre, puis en monte encore une autre lors du même week-end, tous les précédents éléments deviennent inutilisables. Cela va pousser les équipes à ne pas expérimenter de manière trop agressive. Ça va aussi permettre de sécuriser chaque installation et il va falloir être extrêmement rigoureux dans leur calibration. Et comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les pièces devront être changées sous la supervision de la FIA. Cependant, les minor parts, donc les petites pièces, peuvent être changées sans supervision, mais à condition de ne pas casser un scellé. Résultat, ce système crée une nouvelle couche stratégique. Jusqu'où aller pour fiabiliser une pièce, quand introduire un nouveau moteur, et à quel moment sacrifier une course pour éviter une série de pénalités. Les motoristes devront également gérer un calendrier d'évolution extrêmement encadré, notamment via les règles d'homologation qui définissent les composants standardisés, leur installation obligatoire et l'interdiction totale de les modifier, sauf exception accordée par la FIA. Cela réduit la liberté des motoristes, mais augmente la compétitivité entre eux en limitant les budgets et en imposant la transparence. Une autre révolution silencieuse mais déterminante, la télémétrie descendante est interdite. Le règlement stipule en effet que la communication télémétrique vers la voiture est bannie, sauf exception. Cela signifie que le pilote ne reçoit plus de réglage depuis le mur des stands. L'équipe ne peut plus corriger un comportement moteur ou ERS en direct et les modes doivent être gérés uniquement par le pilote via des commandes autorisées. Ce point renforce donc la dimension humaine. Chaque pilote aura plus de décisions à prendre, notamment en matière de gestion de puissance, d'énergie, de température et d'équilibre aérodynamique. Cela pourrait donc provoquer des écarts significatifs entre coéquipiers qui étaient pourtant proches cette année. L'un des objectifs majeurs de la réglementation 2026 était de réduire la masse des monoplaces. Depuis plusieurs saisons, la F1 souffre d'un problème devenu presque structurel. Les voitures sont trop lourdes. À l'époque des V8 atmosphériques, une monoplace pesait 100 kg de moins. L'introduction des systèmes hybrides, des batteries, des renforts structurels et des éléments aérodynamiques complexes a entraîné une hausse constante des poids. Résultat, en 2026, les voitures seront plus petites, plus étroites et certains composants voient leur masse réduite. Mais les exigences de sécurité et l'hybridation renforcée imposent également de nouveaux renforts, de nouvelles protections et des structures dédiées au système électrique haute tension. Le résultat, la F1 gagne certes en agilité, mais ne revient pas totalement aux masses des années précédentes. Cependant, même une réduction partielle du poids suffira à modifier profondément le comportement des monoplaces. Les zones de freinage seront plus courtes, les pneus seront moins soumis à un stress continu et la direction sera plus réactive. Une voiture plus légère permet aussi un meilleur contrôle des variations d'énergie électrique. Le poids joue directement sur les courbes d'accélération et sur les phases de récupération. Les équipes devront apprendre à travailler avec des compromis nouveaux, moins de masse mais plus de contraintes, moins de dépendance à l'aileron arrière mais davantage de dépendance au contrôle électronique. Résultat, l'optimisation du poids sera l'un des plus grands champs de bataille de ce début de saison. Bon, maintenant tous ces changements ne sont pas seulement théoriques, ils auront un impact direct sur la course, au tour par tour et dans les batailles rapprochées. Le premier effet attendu, c'est l'augmentation du
du nombre de dépassements. Ensuite, on attend aussi la diversité des stratégies. Et le troisième effet, peut-être le plus intéressant, la possibilité d'observer des différences importantes entre coéquipiers. Je pense par exemple aux 2 pilotes McLaren qui sont assez proches. On verra peut-être l'un être beaucoup plus rapide que l'autre. Bref, on verra l'année prochaine. Et ça, j'avoue, j'ai le dernier effet, peut-être un petit peu moins visible pour nous. Ce sera l'impact sur les pneus. Avec des voitures plus légères, forcément, les pneus se comporteront d'une autre manière. Cela va influer les stratégies en qualification, en course. Les pneus prendront logiquement plus de temps à chauffer. Bref, on verra bien ce que ça donnera. Mais ça, j'avoue, j'ai hâte. Bon, maintenant, avec une réglementation aussi profonde, une question ressort. Qui va dominer? L'histoire de la F1 nous montre qu'à chaque nouvelle réglementation, une équipe a dominé. On peut aussi avoir des surprises comme en 2009 avec Brown GP, qui a surpris littéralement tout le monde, ou comme en 2014 avec la surdomination de Mercedes. En tout cas, sachez que des échos qu'on a, après c'est seulement des rumeurs, le moteur Mercedes serait très bien parti. Donc toutes les équipes motorisées par Mercedes devraient avoir un avantage. Néanmoins, au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas plus d'infos que ça sur le moteur Red Bull Ford, sur le moteur Ferrari ou sur le moteur Honda. Maintenant, si on parle un petit peu plus à long terme, la F1 en 2026 ouvre une voie que la discipline n'a jamais explorée, celle d'un moteur hybride où l'électricité joue un rôle majeur, mais où aussi le thermique garde une identité forte. C'est l'équilibre parfait entre la tradition et la modernité. Dans 10 ans à peu près, on saura si la F1 aura réussi son pari. On le saura d'ailleurs dès la fin de la saison, mais là je vous parle sur du long terme. Si elle réussit à maintenir la performance, à améliorer le spectacle et à rester technologiquement pertinente, là oui, elle aura réussi son pari. Si elle réussit à créer une nouvelle génération de fans, là aussi, elle aura réussi son pari. Et si elle a su inspirer de nouvelles solutions énergétiques pour le monde entier, là aussi, elle aura réussi son pari. Ce règlement est un pari, un risque ou même une opportunité. Mais toute la réglementation 2026 marque une seule chose. La F1 n'a pas peur d'évoluer. Et la F1 en 2026, ça va pas se résumer seulement à une voiture nouvelle. C'est une nouvelle discipline. C'est une discipline où l'aérodynamique active, l'énergie électrique, la précision du pilotage et la fiabilité mécanique s'entremêlent comme jamais auparavant. C'est une discipline où tout est réinventé, une discipline où tout peut changer, une discipline où chaque équipe, chaque pilote, chaque ingénieur doit se réinventer. Et c'est cette certitude, cette audace, ce saut technologique qui font de 2026 l'une des révolutions les plus fascinantes de l'histoire de la Formule 1. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi ce très long format sur ma chaîne. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai hâte de la F1 en 2026. J'espère que vous aussi. C'était Nathan sur le média en pole position. Salut!